Sunday Production. C'était même pas, tu vois, dans un objectif de performance à ce moment-là. C'était vraiment plus me préserver, éviter de tomber dans une sorte de trou noir qui fait que ça pourrait m'éloigner des baskets pendant des mois. Et en fait, c'est plus là le côté pas sportif, mais médecin qui a dit qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver là-bas prête et pas derrière ramer des mois et de t'éloigner du sport que t'aimes, quoi. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra-trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Je suis avec Marion Delespierre-Maupin. Bonjour Marion. Bonjour Arnaud. Ravi de pouvoir te rencontrer. Merci de venir sur le podcast Ultra Talk et merci de te libérer du temps après une journée que j'imagine très intense puisque là on est en toute fin de journée. Donc un grand merci pour ça. Merci pour ton invitation. Et puis c'est vrai que c'était l'occasion, tu es sur Lyon, moi aussi, donc l'occasion, c'est quand même bien mieux de pouvoir faire un épisode en face à face qu'à distance et donc je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. C'est vrai que comme je le dis souvent, aux fidèles auditeurs, j'ai ma petite liste d'invités et tu figures sur cette liste depuis un petit moment et donc merci d'avoir répondu favorablement à cette demande. Donc, alors j'ai eu la chance, je le dis souvent, mais d'avoir des championnes du monde en face de moi. Donc je suis très honoré une nouvelle fois d'avoir une championne du monde en face de moi. Mais la particularité, c'est qu'en plus, tu es médecin. C'est vrai que ça ne m'est jamais arrivé d'avoir un médecin qui est championne du monde. Donc, c'est pour ça qu'on va probablement faire dans notre conversation des allers-retours entre ton métier et ta passion. C'est vrai que tu n'es pas professionnel, tu ne fais pas que ça. Je ne sais même pas comment, tu vois, on peut le classer. Est-ce que c'est ta passion? Est-ce que c'est une activité professionnelle? Il y a quand même un titre de championne du monde. Donc, on va faire des allers-retours un petit peu entre les deux. Mais ce que je te propose avant toute chose, Marion, c'est de pouvoir te présenter, s'il te plaît. Alors du coup, Marion Delespierre, je suis lyonnaise d'adoption, j'ai 36 ans parce que je suis née à Lille et j'ai grandi à Lille dans le nord de la France. Effectivement, je suis traileuse. Alors, ça s'est intensifié avec les dernières années, on va dire. Ma pratique a quand même été un peu modifiée par rapport à mes débuts il y a une dizaine d'années. Et médecin également, médecin du sport sur Lyon, au centre de médecine du sport de Lyon-Gerland et à la clinique de la Sauvegarde sur nos deux sites de consultation. Donc voilà, j'essaie de manager ces deux passions, ces deux pans de ma vie qui me prennent quand même beaucoup de temps. Mais voilà, c'est à la fois c'est un métier qui est très en lien aussi avec ma pratique sportive parce que voilà, médecin du sport, je voulais être dans la médecine, mais je savais pas forcément si j'allais être médecin du sport. J'avais hésité avec chirurgien, anesthésiste et je pense qu'au fur et à mesure de ma pratique sportive, j'ai un peu orienté aussi sur cette branche-là, sur cette spécialité. C'est ta pratique sportive qui a orienté tes choix? Je pense que ça a influencé. J'ai toujours aimé le sport. J'en ai pratiqué depuis toute gamine. J'adorais regarder le sport à la télé. J'adorais les JO. J'adorais j'ai toujours adoré le sport. J'ai commencé par de la natation. Jeune, à l'âge de 11-12 ans, je me suis mise dans les bassins et à Lille, à Tourcoing plus exactement. Et puis j'ai adoré ça dès le début, même si j'ai trouvé ça très dur au démarrage. La natation, c'est quand même pas un sport évident. Ouais, faut être passionné quand même. C'est des contraintes, c'est difficile, c'est de la technique. Exactement, c'est beaucoup de temps passé dans l'eau. C'est un sport qui est aussi individuel. On est plusieurs dans une ligne d'eau, mais on est un peu, sur l'instant, on souffre un peu tout seul. Et tu faisais de la compétition? Et oui, j'ai commencé assez vite la compétition. Tu vois, j'en ai fait jusque l'âge de 18-19 ans, où après je suis rentrée en fac de médecine et c'était quand même beaucoup plus compliqué avec le concours. Et tu avais cet esprit de compétitrice quand tu faisais de la compétition? Oui. Il y a eu des résultats? Tu étais en sport-études? Non, je n'étais pas en sport-études. Mes parents ont toujours préféré que je suive un cursus classique. Donc j'ai toujours jonglé entre des horaires de collège, lycée. Dès le début, en fait. En fait, c'était déjà tracé. Ça m'a beaucoup servi par la suite.
Mais voilà, j'étais pas en sport-études, mais je m'entraînais tous les jours. Tous les soirs, je sortais du collège, du lycée et c'était direct la piscine. Et je rentrais le soir à 20h, 20h30 et c'était les devoirs et après dodo, quoi. Donc, j'ai toujours fait ça. Alors, au début, je m'entraînais pas tous les jours, mais c'est venu... Tu commences des compètes, les résultats arrivent et du coup, les entraînements augmentent aussi. Puis l'envie de bien faire aussi, la motivation, les objectifs probablement. Voilà, vraiment cette globalité-là du sport. Et puis, c'est toujours sympa. T'es ado, t'es dans un groupe, t'as des copains. Enfin, voilà. Donc, j'avais ma vie au collège, lycée. Puis, j'avais aussi tous les à côté avec les stages. Toutes mes vacances, je les passais dans un bassin. En fait, je sentais le chlore tous les jours, quoi. Tu vois, j'avais les cheveux mouillés tous les jours. Et une vraie passionnée. J'adore l'eau, en fait, même encore maintenant, même si... Mon sport actuel, c'est le trail, la course à pied. C'est la nature, les grands espaces et tout ça. Mais le contact de l'eau, c'est quelque chose que j'adore encore beaucoup et que je recherche encore aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment donné, ça aurait pu bifurquer sur le triathlon ? Ça aurait pu, ouais. Ça aurait pu, et c'est un truc que je garde un peu en tête parce qu'il y a des courses qui me font rêver en triathlon. Alors, peut-être que tu as déjà pratiqué ? J'ai essayé, je m'y suis essayée. En fait, j'ai fait un triathlon. À Roanne, donc tu vois, pas très loin d'ici. Pas très loin, effectivement. À mon retour de la Réunion, parce qu'on a vécu plusieurs mois à la Réunion avec mon conjoint, et là-bas, j'ai connu une première grosse blessure parce que je me suis un peu trop entraînée dans les cirques réunionnais, et du coup, je me suis mise au vélo là-bas. Donc, j'ai découvert le vélo, tu vois, 2018. Et du coup, j'ai fait pas mal de vélo à La Réunion. Et c'est vrai qu'en rentrant, je me suis dit, attends, j'ai beaucoup nagé, je cours, je fais du vélo, donc allons-y. Naturellement. Quoi. Voilà. Et puis après, les premiers résultats, c'est la période où les premiers résultats en trail sont arrivés. Ouais. Donc, j'ai un peu lâché... Enfin, je me suis jamais vraiment investie dans le triathlon, mais après, le vélo, ça reste quand même un sport que j'utilise beaucoup dans ma préparation, du coup. Et c'est un plaisir de rouler aussi, de faire... J'adore les grandes... les longues sorties, les petits challenges, tu vois, les 7 majeurs, le Tour du Mont Blanc, tout ça, c'est des trucs que j'aime faire. On va parler Race Cross France, alors il y a peut-être des choses à faire, Il va m'embrigader dans une rafle. Mais non, mais voilà, donc le triathlon, je pense qu'actuellement, m'y lancer, ce sera plus des courses que j'ai envie de faire, tu vois, j'ai envie de faire un bras un jour. Tu l'as dans un coin de la tête et pour le moment, tu te concentres sur... Voilà, pour le moment, c'est vraiment le trail, c'est quand même assez compliqué Je pense que le triathlon serait encore plus chronophage actuellement dans ma vie que le trail, mais c'est quelque chose que je vois en seconde partie un peu plus tard quand... C'est dans ta to-do list. Voilà, c'est dans ma to-do list. Donc là, on était sur les années 2018-2019 où les résultats en trail commencent, c'est là que ça arrive, c'est là que ça explose, c'est là que tu es vraiment sur le devant de la scène. Moi, j'aimerais juste revenir un tout petit peu en arrière au moment où il y a eu des choix à faire. Des choix dans ta vie perso, au niveau des études, la médecine, parce que j'ai jamais fait médecine, mais par contre, dans mon entourage, j'ai déjà eu des gens qui l'ont pratiqué. Ça demande un engagement. C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de contraintes. Comment s'est passé Pourquoi déjà tu as choisi médecine ? Est-ce que tu t'es tout de suite dit dès petite, je veux être un jour médecin ou chirurgienne ou autre ? Mais pourquoi t'orienter vers la médecine ? Quel impact ça a eu dans la natation, justement ? Est-ce que ça a coïncidé avec l'arrêt de la natation ou est-ce que tu as quand même réussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'utilise le même mot, à manager les deux ? Comment s'est passée cette période ? Eh ben, elle n'a pas été simple. C'était des premiers choix un peu difficiles quand même, les premières orientations, parce que je savais que je voulais être dans le médical, mais j'avais tellement de passion pour la natation et j'avais tellement envie de performer en natation et de rentrer en équipe de France, de vivre une expérience en équipe nationale quand j'étais nageuse. C'était mon but, tu vois, je découpais les articles de partout, je regardais des vidéos tout le temps. Enfin, tu étais en équipe de France en natation ? Non, je n'ai pas été en équipe de France. Mais c'était voilà, pour moi, c'était le Graal du sportif, c'était d'être en équipe de France. Et du coup, j'étais nageuse à l'époque, donc c'était dans ce sport-là. Et donc, quand il a fallu se décider... la belle revanche. Ouais, tu vois, plusieurs années plus tard, quoi. Quand il a fallu se décider entre vraiment aller dans médecine et du coup arrêter la natation parce que je me faisais pas trop d'illusions. Mon frère avait déjà fait une première année avant moi, donc je voyais comment il avait bûché pendant 1 an. Je savais très bien que les entraînements tous les jours, ça allait vraiment être compliqué.
Du coup, je me refusais un peu à faire médecine au départ. Et voilà, quand même, c'est vrai que poussée par mes parents qui trouvaient ça dommage d'avoir ce projet-là et de se dire, voilà, le sport, oui, c'est important, mais en fait, c'est pas l'essentiel. Enfin, en tout cas, le sport de haut niveau en compétition. Et du coup, je suis rassurée, on va dire, par mon entourage, apaisée. Je me suis lancée en médecine en me disant, OK, je vais passer le concours, je l'aurai en 1 année parce que je veux pas faire 2 ans comme ça, et je vais bosser à fond, je vais laisser de côté un peu la natation. J'allais nager, tu vois, 1 fois par semaine, juste pour s'entretenir et voir les copains. Mais ça a été difficile, ce passage-là? Ouais, ça a été difficile. Ouais, parce qu'au tout début, j'essayais, tu vois, à la rentrée, j'essayais d'aller nager tôt le matin à 6h parce que mon club proposait des créneaux tu peux être motivé, hein. de 6h à 7h30, puis après aller en amphi. En fait, tu te rends compte que rapidement, tu dors sur tes cours et t'es pas efficace. Donc, j'aime pas faire plein de choses à moitié en même temps. Je préfère me concentrer sur un truc à fond. Et là, du coup, ça a été le concours que je voulais réussir. Et après, quand j'ai voulu m'y remettre un peu en seconde année, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert les potes qui n'étaient pas forcément dans le sport. Et c'était plutôt les soirées médecine. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que j'ai essayé de retourner à l'entraînement, de me réentraîner régulièrement. Mais c'est une autre vie après, c'est quelque part une autre... Quand tu t'es couché à 5h du mat et que tu es dans l'eau le lendemain, ça passe un peu moins bien. Si tu conserves tes sensations d'avant, ça peut être difficile. Voilà, donc le choix, tu vois, au fur et à mesure, j'ai refait encore un peu des compètes en 2e, 3e année de médecine. J'ai fait des compètes universitaires aussi, et ça c'était super sympa, parce que c'est un peu plus détente que des compétitions fédérales, voilà. Et puis voilà, après ça s'est un peu étiolé au fil des années. Et puis c'est vraiment en arrivant à Lyon. Ça va être ma question justement. C'est la médecine qui t'amène à Lyon? C'est la médecine qui m'amène à Lyon. Ouais. Après le concours de l'internat, du coup, pour faire l'internat de médecine générale, tu peux, selon ton classement, choisir de ville, de spécialité. Et du coup, le choix s'est porté sur Lyon. On était 2 à faire ce choix-là. Et voilà, en arrivant à Lyon, tu perds ton club, ton bassin. J'ai commencé par un stage aux urgences. Donc, en fait, j'allais nager. Je bossais 24 heures. Je rentrais le matin à 8h30, 9h chez moi et j'allais nager direct pour rester, faire ma séance, parce que je savais très bien que si je me couchais après, ça allait être compliqué. Donc ça tient 6-7 mois, et puis après, t'as moins envie d'aller nager, et puis t'as plus envie d'aller courir, par exemple, sur les quais de Rhône, quais de Saône. Mon conjoint courait déjà pas mal à l'époque, donc c'était aussi l'occasion de partager un truc ensemble. Donc tu vois, la transition, elle s'est faite progressivement, où j'ai délaissé les maillots de bain pour les baskets. Puis c'est aussi quelque part un peu plus, j'allais pas dire facile ou pratique, mais une paire de baskets, tu peux l'emmener un peu partout. Oui, et puis les horaires, courir, t'as pas besoin de courir 2 heures ou 3 heures pour te sentir bien. Tu vas courir 30-45 minutes, en tout cas à mon niveau, et tu te sens déjà bien. Tu sens que t'as pratiqué un sport. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un peu plus pratique, et ça te permet, si tu fais ça 2-3 fois dans la semaine, de t'entretenir un minimum. C'est ça. Un minimum, donc ça, je peux comprendre. Mais comment... est-ce que tu penses d'ailleurs que c'est compatible de faire des études de médecine et d'être à haut niveau? Est-ce que tu penses que c'est compatible? Ou est-ce qu'il y a des choix qui sont à faire à un moment donné? Je pense qu'il y a quand même des choix à faire. Après, c'est possible, tu vois, mais avec des aménagements. On prend Yann Schrub, qui est en équipe de France d'athlé. Il est dans un cursus médical. Il est médecin, mais ça nécessite quand même... Je pense qu'il a quand même des aménagements en termes de pouvoir partir longtemps en stage. Je sais que tu peux, par exemple, j'ai un ami qui était triathlète qui avait fait ça. Sur sa 4e année de médecine, il l'a fait en 2 ans. Il y a des aménagements possibles. Ouais. Mais full-time, c'est compliqué. Full-time, c'est quand même complexe, quoi. Enfin, en fait, quand tu es dans ce cursus, tu as tes stages, tu as tes examens, tu as les gardes. Tu en as normalement au moins... Enfin, la moyenne, c'est 1 par semaine. Donc, ou parfois même, tu fais ta journée, tu fais ta garde la nuit, puis tu dois encore bosser le lendemain matin. Donc... en fait, c'est pas compatible. C'est compatible avec du sport santé, mais pas du sport performance, quoi. Ouais, donc, clairement. Parce qu'au niveau de la charge mentale, quand tu sors d'une garde, aller refaire une séance, c'est quand même compliqué. C'est un peu complexe. Donc là, on parle des années 2013 à 2018, on va dire. Près, donc, 2017, tu retrouves des repères, tu reprends des repères, tu repratiques, tu découvres un peu la course à pied avec ton conjoint, cette facilité de pouvoir se sentir en forme sans pour autant faire des heures et des heures. Donc, à quel moment
le trail entre dans ta vie? Il entre en 2014 pour ma thèse de doctorat en médecine, où j'ai bossé sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, l'UTMB fin août. J'ai été bénévole pendant 2 années et en fait, mon sujet de thèse, c'était sur les répercussions des sports d'endurance sur la santé de la femme, sur le corps de la femme et la santé physique et mentale. C'était précurseur Ouais, du coup, c'était un sujet... j'ai été orientée, je savais que je voulais... quelque chose en rapport avec le sport, quelque chose en rapport avec les femmes. Et ce sujet-là est arrivé sûrement inspiré sur ces sentiers de Chamoniard. Et du coup, c'est là que j'ai découvert la triade de la femme sportive. Parce qu'à l'époque, on parlait... Enfin, c'était pas encore le REDES, même si... Le CIO commençait un peu à l'évoquer, mais c'était plus la triade. Et c'est ça, là, je me suis intéressée à ça et je me suis dit, non, mais attends, en plus, tu vas être médecin du sport. Donc tu là, découvres ça. Ton choix était fait à ce moment-là, c'était vraiment la médecine du sport. Oui, là, mon choix était fait. Une autre... Je finissais, il fallait que... En 2015, j'ai fini le cursus médecine générale. Et après, du coup, j'ai fait les formations pour être médecin du sport. Donc, c'est vraiment ce moment-là où je me suis vraiment décidée à aller là-dedans. Et c'est là où je me suis dit, un jour, je vais courir l'UTMB. Parce que quand j'ai vu cette course, elle m'a fait rêver tout de suite, en fait. Et l'ultra, enfin, surtout ces courses longues, tu vois, c'est là que c'est né. Dans un autre monde, tu passes un cap très clairement. Ouais, c'est ça. Et tu vois, l'UTMB, je l'ai fait en 2021, donc 6 ans plus tard, quoi. Donc c'est vrai que l'histoire est chouette parce que quand j'ai fait l'UTMB, typiquement, les points de passage où j'ai médicalisé, et je me revoyais en miroir, tu vois, sur là, j'étais avec telle personne, là, et du coup, c'était des moments sympas. Enfin, en plus, t'es dans ta bulle, t'es dans la course, et puis tu te dis, en fait, aujourd'hui, je suis là en train d'en chier parce qu'il y a quelques années, j'ai vu ces femmes et ces hommes courir et ça m'a donné envie. Donc, Et alors, sans rentrer dans les finalités de ta thèse, mais les femmes dans l'ultra-endurance, qu'est-ce que tes études t'ont permis de découvrir? Est-ce que ça a mis en évidence quelque chose? Qu'est-ce que tu peux nous partager sur ça? Parce que moi, là, je parle plus en tant que podcasteur, mais plus en tant qu'organisateur. Voilà. Ouais. Et à travers les courses qu'on organise, nous, on a mis en place, et à travers Race Cross France notamment, mais Race Cross Series de manière plus générale, on met en place des groupes de travail, notamment des groupes de travail avec les femmes, puisqu'on s'est rendu compte, en tout cas de l'ultracyclisme, de l'impact que on a commencé en discutant juste avec les filles comme ça, on s'est rendu compte qu'en fait, elles n'en avaient jamais parlé entre elles, mais qu'il y avait des points communs, et que l'ultracyclisme avait un impact vraiment sur le corps de la femme. Toi, d'après tes études, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Quels sont les impacts de l'ultra-endurance sur les femmes? En termes de, du coup, la purement santé, au niveau physique Alors, au niveau du cycle menstruel. Ouais, oui, au niveau dans le cyclisme, là, on peut en parler, mais dans le cyclisme, on s'est rendu compte que les filles n'en avaient jamais parlé entre elles. Et c'est pour ça que derrière, on a été chercher un partenaire pour que ça soit plus confort pour elles. Mais leur cycle arrivait au bout de la 3e journée, généralement, alors qu'il n'était pas du tout prévu. Ouais. Et donc, c'est en discutant qu'on s'est rendu compte qu'en fait, 90% des filles autour de la table avaient eu ce même symptôme. Et là, on s'est dit, mais en fait, est-ce que l'ultra-endurance, je ne sais pas si on peut dire brutalise ou traumatise le corps, je ne sais pas, en tout cas, il perturbe les cycles menstruels. En tout cas, très clairement, toutes les filles, ça les a vraiment... C'est problématique dans cette discipline. Et donc, voilà ce qui est ressorti. Ouais, on travaille aussi beaucoup sur le sommeil. Ouais. Avec d'ailleurs Rémi Urdiel, qui est un spécialiste du sommeil, que tu connais peut-être, qui travaille sur l'UTMB. C'est notre 2e année de recherche avec lui cette année. Ouais. Et donc, il trouve qu'effectivement, les femmes, par rapport au sommeil, sont beaucoup plus raisonnées, on va dire. Tu vois, vont beaucoup moins loin, en tout cas, ont beaucoup plus une vision et prennent beaucoup moins de risques, en tout cas. Voilà. Elles sont beaucoup plus raisonnées par rapport à ça. Donc, je trouve ça, moi, hyper intéressant. Mais ça, globalement, même, tu vois, dans l'ultra, quand j'ai interrogé ces femmes sur l'UTMB ou la CCC, c'est, comme tu dis, c'est une gestion de course qui est quand même différente des hommes et qui est plus sur la longueur du départ à l'arrivée. Et globalement, je trouvais qu'elles avaient toute une motivation... intrinsèque, fondée, quoi. Elle venait pas là juste pour voir si... je suis d'accord avec toi. Je viens là parce que... Pour reprendre les mots de Rémi Urdiel, c'est « les femmes se respectent plus que les hommes ». Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que les femmes sont... elles savent où est la limite, en fait. Elles arrivent à discerner beaucoup plus facilement où est la limite du point de bascule en disant là, je suis plus vraiment conscient, donc il faut que je dorme, en fait. Il faut que je m'arrête. Il faut que je m'arrête, plutôt qu'un homme qui, lui, va dire non, moi, je m'arrête pas, tu vois. Je continue, je pousse jusqu'à ce que je m'endorme. Voilà, les femmes
pour reprendre les termes de Rémi Urdiel, grand spécialiste et expert du sommeil, les femmes dans l'ultra-cyclisme, peut-être que c'est pareil dans l'ultra-trail, se respectent plus que les hommes. Voilà. D'après 18 mois d'études que l'on fait ensemble sur nos événements, c'est une des premières conclusions. Ouais, elles pensent aussi beaucoup à comment elles vont être, tu vois, à l'arrivée. Peut-être qu'il y a cet effet, enfin j'ai vu quelques mères, notamment en interview, et elles se disent bon bah après ma vie moi continue, donc rapidement. Si j'arrive comme une loque à l'arrivée que je peux plus rien faire, bah j'ai mes gamins qui sont là et en fait je pense que c'est ça aussi qui fait qu'elles pensent un peu plus à une intégrité physique pendant cette épreuve, et donc je pense qu'il y a cet aspect un peu cet instinct maternel ou qui fait que ça peut jouer sur la gestion de course, mais globalement quand tu regardes sur une gestion de course, il y a beaucoup moins de variations de place chez les femmes par rapport aux hommes. Sur les finishers, globalement, elles gagnent dans les milieux fin de peloton, elles ont tendance à pas mal gagner de place comparé aux hommes. Et sur des top 5, des élites, il y a très peu de variations de classement, alors que tu vois des fois chez les hommes, ça peut être popcorn, suivi, ça peut être exactement. Donc il y a beaucoup plus de variations dans la gestion de course, je trouve, entre les deux sexes. Et puis après, pour rebondir sur ce que tu disais sur le plan physique, oui, il y a des grosses perturbations hormonales sur ces sports d'endurance. De par, il y a aussi le phénomène de sécrétion de cortisol, de l'hormone du stress qui fait que ça joue aussi. Puis après, tu as tous les problèmes énergétiques quand tu es en déficit énergétique créé par la course, créé par une préparation très intense en amont. Forcément, en fait, ton corps, pour se protéger, il va privilégier telle ou telle fonction, donc la fonction cardiaque, musculaire, pulmonaire, mais peut-être beaucoup moins la fonction reproductrice. Et c'est pour ça en fait que ça donne des troubles du cycle, que ce soit une absence de règles totale, une aménorrhée, que des cycles qui sont très très rallongés, qui durent plus de 28 jours, qui durent entre 40-45 jours, ou alors des petits saignements qui apparaissent à des moments pas opportuns, typiquement en pleine course. C'est sûr que cette gestion du cycle dans des efforts d'ultra, c'est quand même une charge mentale importante en plus, et qui n'est pas évidente à gérer, parce que si ça t'arrive en plein milieu d'un UTMB ou en plein milieu, tu vois, tu parles de la RAF, c'est sur 4-5 jours. Je me souviens d'une cycliste, d'une femme cycliste qui est d'ailleurs coursier ou coursière à Lyon d'ailleurs, qui était sur le 1000 km. Et qui m'appelle au bout de 2 jours en me disant Arnaud, j'abandonne. Et moi, je lui dis non, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui m'appellent pour me dire j'arrête. Et mon premier réflexe, c'est de dire je t'ai pas entendu, en fait. Tu te reposes et tu me rappelles dans 2-3 heures. Et là, je lui dis écoute, voilà. Elle me dit non, Arnaud, je peux plus. J'ai mes règles, c'est trop compliqué. Voilà. Et c'est vrai que depuis, on a vraiment essayé de travailler sur ça. On a encore eu une femme l'année passée qui était très, très bien partie, qui était hyper motivée. On l'avait suivie depuis des mois. Et malheureusement, ça a été des règles douloureuses pour elle, ça a été hyper compliqué, qui l'ont conduit à l'abandon. Et c'est hyper traumatisant et c'est hyper frustrant pour nous à côté de vouloir l'accompagner, l'encourager, mais c'est compliqué. Donc en tout cas, tous ces sujets-là sont hyper intéressants. D'ailleurs, on va sortir un épisode dans la tête d'un cycliste. On a fait un sujet vraiment... les différences hommes et femmes. Voilà. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Et on a fait venir des experts de l'INSEP. Et, ça va être un bel épisode, parce que en termes de morphologie, de physiologie, il y a tellement de choses à débattre aussi sur ça. Complètement. En fait, ce qui m'a interpellé sur ce sujet, ça faisait longtemps que je voulais faire un sujet sur ça, parce que ce soit sur Ultra Talk ou dans la tête d'un cycliste, je mets régulièrement les femmes en avant, et ces sujets-là, j'ai pas peur d'en parler. Avec Camille, on en parle souvent. Camille Pic sur la capsule santé, on en parle régulièrement. Et en fait, j'ai participé à un événement qui parlait du trail, de l'explosion du trail, à Lausanne, au musée olympique en décembre. Et un des physiologistes a dit comme ça, tout de suite, quasiment, il a cassé un peu l'ambiance, parce que dès le début de la conférence, il dit voilà, une femme ne battra jamais un homme. Une femme ne battra jamais un homme, ça n'arrivera jamais. Et donc l'ambiance est vraiment tombée tout de suite. Ça m'a interpellé en me disant, mais moi j'aimerais comprendre en fait. J'aimerais comprendre. Donc ce monsieur, je l'ai invité. Malheureusement, il n'était pas disponible pour venir. Mais on a quand même eu des experts autour de la table. Donc je ne donnerai pas la réponse, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et on va revenir sur notre conversation, sinon l'épisode va faire 2 heures. Et donc 2018-2019,
Qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu as des résultats dans le trail? Est-ce que c'est que tu y as consacré un peu plus de temps parce que tu avais retrouvé une stabilité professionnelle autour de toi et des repères? Est-ce que c'était un vrai objectif de performer sur ça? Comment les résultats de 2019, où là vraiment tes résultats explosent vraiment cette année-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu effectivement un résultat sur une course, le 90 km du Mont Blanc, où je finis 3e et je ne pensais pas du tout à accrocher ce genre de... C'était en 2018, ça. Le 29 juin, précisément. Ouais. Et je ne pensais pas accrocher ce genre de résultat parce que jusqu'à présent, c'était pas structuré en fait, mon entraînement, quoi. C'était des sorties avec les copains. Il n'y avait pas de c'était plan. Plaisir, c'était ouais, loisir. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un petit déclic. Et l'année suivante, on voulait retourner à La Réunion. Moi, je voulais absolument faire la Diagonale des Fous parce que ça m'a vraiment fait de l'œil en 2017 quand on y était avec Nicolas et du coup qui lui a couru aussi cette année-là et du coup une fois que j'ai cliqué tu vois sur l'inscription en janvier 2019 je me suis dit on va arrêter de bricoler, il va falloir prendre un entraîneur quoi. En fait, c'est de là que c'est parti en fait. C'est que il y a eu ce 90 du Mont Blanc, il y a eu le fait de se dire c'est quand même pas mal pour quelqu'un qui structure pas son truc. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de voir. Tu sentais que tu avais le potentiel pour aller au-delà de ces résultats-là. C'est ça que tu veux dire. Tu sentais que tu pouvais mieux faire. Je sais pas si... En fait, je voulais aller voir, tu vois, parce que c'est à ce moment-là où je me suis dit, la natation, c'était quand même sympa, c'était structuré, j'avais un coach, et là... Il n'y avait pas d'idée derrière la tête à ce moment-là, c'était juste avoir quelque chose de structuré. Tout à fait. Il n'y avait pas de projet d'équipe de France, de championnat. Non, pas du tout. Voilà, à ce moment-là, c'était vraiment pas équipe de France. Je veux retrouver, quelque part, le cadre que j'avais dans la natation. Ouais. Et puis la diag me faisait peur, clairement. C'est une course qui m'effrayait, quoi. Et du coup, j'avais pas envie j'avais pas envie de me casser les dents aussi sur cette course, soit d'abandonner ou soit de physiquement. En fait, ce qui me faisait peur derrière, c'est de pas récupérer. D'avoir des problèmes hormonaux, de connaître une blessure qui m'éloigne. Voilà. Donc en fait, par cette démarche de préservation physique, c'était même pas, tu vois, dans un objectif de performance à ce moment-là, c'était vraiment plus me préserver, éviter de tomber dans une sorte de trou noir qui fait que ça pourrait m'éloigner des baskets pendant des mois. Et en fait, c'est plus là le côté... pas sportif, mais médecin qui a dit qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour arriver là-bas prête et pas derrière ramer des mois et de t'éloigner du sport que t'aimes, quoi. Donc cette démarche de coaching, en fait, c'était vraiment à la base un an, tu vois, pour préparer cette diagonale. Et comme ça s'est bien passé à La Réunion, j'ai poursuivi ensuite avec un objectif en 2020 de faire l'UTMB qui n'a pas eu lieu avec la pandémie. COVID, Et donc ça a été repoussé en 2021. Et puis... Juste, je reviens avant. Ouais. On fait une pause et on reviendra sur l'UTMB 2021. Dans le cadre de ta préparation à la Diagonale des Fous, qui s'est effectivement très bien passée, parce que là, je dirais que les médias pas te découvrent, mais tu exploses vraiment aux yeux du grand public. Avant, il y a une épreuve de préparation qui est la Maxi Race du Lac d'Annecy, au mois de mai, que tu remportes. Oui. Donc là, est-ce que cette victoire est arrivée... je dirais pas par hasard, parce que tu l'as dit, tu as cadré ton entraînement, mais est-ce qu'elle est venue confirmer tout ce que tu avais mis en place? Est-ce que c'était une surprise pour toi, malgré probablement les bonnes sensations que tu avais dans tes entraînements? Est-ce que ça a été un déclic, cette victoire à la Maxi Race? Elle m'a fait du bien, mais c'était qu'une marche vers La Réunion. Je me levais, je pensais à La Réunion, je pensais à la Diag et la Maxi, c'est super. J'étais très heureuse du résultat et de boucler cette boucle autour du lac. C'était vraiment top, mais j'avais toujours cet objectif de octobre et c'était qu'une étape en fait qui m'a confortée, qui m'a fait du bien en me disant t'es sur la bonne voie et c'est venu valider. Ça fait 6 mois que tu t'entraînes avec ton coach, ça se passe bien et c'est venu valider une étape. C'était qu'une étape intermédiaire vers cette traversée réunionnaise, quoi. Donc, et alors la Diagonale des Fous, comment s'est passée cette édition en 2019? C'était génial, quoi. En plus, est-ce que tu as pu profiter ou est-ce que tu étais vraiment focus?
Non, j'ai vraiment pu profiter à partir d'un certain point. Et on va dire que vraiment, au bout de... C'est vraiment la sortie du Maïdo, parce qu'à l'époque, on passait par le Maïdo pour sortir du cirque de Mafat. On va dire que dans ces 20 premières heures, 15-20 premières heures, ça allait bien. Je profitais vraiment de l'instant, du moment. Et après, ça a été quand même très compliqué, quoi. Enfin, je découvrais vraiment l'ultra. C'était mon premier 160 km. Et il y en avait 62 trop, quoi. Donc oui, j'ai profité, mais après, c'était quand même dur physiquement. J'ai quand même eu très mal, quoi. Enfin... Ouais. Quand tu dis il y en avait 62 trop, c'est quoi? C'est que tu as connu le fameux mur, c'est-à-dire à un moment donné... tout s'est arrêté, ouais, c'est ça. Et puis j'arrivais plus à manger. Problème gastrique, des frissons. Il y a des grosses variations quand même de température à La Réunion. On avait eu très chaud la journée dans le cirque et je suis sortie de là, il était 18h et le soleil là-bas est déjà couché et j'étais emmitouflée dans un sac de couchage au ravito en train d'essayer de manger 2 grains de riz et de me dire va falloir repartir. L'américaine qui juste à ce moment-là me passe et je me suis dit mais en fait on n'est pas du tout arrivé, quoi. Enfin... Alors ça c'est intéressant ce que tu dans les symptômes, les frissons, les écœurements. Est-ce qu'à un moment donné, parce que tu étais en tête, hein, tu as mené la première partie de l'épreuve, est-ce que tu penses que tu t'es laissé quelque part griser par le fait d'être en tête? Est-ce que tu as peut-être, avec le recul maintenant et l'expérience, fait peut-être des erreurs d'alimentation? Parce que ce que tu me décris me fait penser à des erreurs d'alimentation, les frissons, problèmes, par expérience. Oui, tout à fait, c'était moi, ça. Je pense aux hyperglycémies parce que j'étais tellement bien placé que j'ai voulu prendre du sucre et au final, c'est compliqué. Ouais. Avec le recul, comment tu expliques ça? Je pense que j'apprenais aussi au niveau ravitaillement. Dans Mafat, c'est quand même assez long, cette traversée, et je l'avais mal estimé en termes de nutrition. Et du coup, parce que j'avais pas d'assistance une fois passé le fameux col du Taïbit, tu te retrouves dans Mafat et tu sais que là, tu as un paquet d'heures tout seul. Là, j'étais pas toute seule en l'occurrence, j'étais avec un ami, on a fait Mafat ensemble. Mais au niveau ravitaillement, j'ai pas bien géré cette partie-là. Je pensais pas que ça me prendrait ce temps-là. Et puis, côté déshydratation aussi, même si t'as des ravitaillements assez réguliers, mais t'as pas tes trucs habituels, c'est une autre gestion. Et j'ai appris aussi ce jour-là à préparer mes courses, parce qu'avant, beaucoup moins. Et du coup, préparer ses courses, c'est préparer ce que tu vas manger, ce que tu vas boire et connaître un peu cet état d'un peu d'hypo et de plus de batterie. Donc oui, typiquement, c'est ce qui m'arrivait à ce moment-là au Maïdo où c'était compliqué. Est-ce que le manque de calories, parce que là c'était le manque de calories, est-ce que ça a attaqué le mental? Parce que généralement c'est ça, hein, c'est-à-dire que le manque de calories fait que tu as une baisse d'énergie et derrière une baisse de concentration et là les messages négatifs envahissent ton cerveau. Ouais. Comment tu l'as géré, ça? Je l'ai géré par le fait que je voulais absolument arriver à la Redoute. Et du coup, je savais que même si ça allait être très, très dur, que j'allais souffrir, j'avais cet objectif qui était d'arriver à la Redoute coûte que coûte. En tout cas, c'était vraiment... Je me voyais pas abandonner, quoi. Même si il avait fallu que pendant 2 heures, je me pose sur le côté pour me réalimenter et prendre le temps. Je l'ai jamais eu en tête d'abandonner, quoi. C'était un projet, ça faisait trop longtemps que j'y pensais. Et toute ma saison avait été construite sur ça. Et j'ai pas 10 000 objectifs dans une année. En général, j'en ai 1 ou 2 maxi et ça donne une motivation de fou sur le jour J. Et donc, fallait que je finisse, quoi. Donc, et comme tu avais une préparation durant toute l'année 2019, hyper structurée, hyper cadrée, quand tu termines cette épreuve-là, quand tu termines la Diagonale des Fous en octobre 2019, est-ce que tout de suite, tu débriefes de ce qui t'est arrivé, justement, des sensations, de ce que tu as mangé, de ce que tu n'as pas pu manger, de ce que tu avais envie, pas envie, pour justement garder cette expérience, ou est-ce que tu débriefes dans ta manière de faire plusieurs mois après, ou pas forcément même d'ailleurs? Après, j'ai débriefé en rentrant en métropole et pas tout de suite parce qu'on est resté encore une semaine après la course. Je veux dire. Quand tu es rentré en France, tu as pris le temps avec le recul. Ouais, de me dire qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a fonctionné, comment... Et ça a changé derrière des choses?
Sur de la gestion, notamment de la nutrition, dans l'approche globale, oui, tout à fait. Ouais, mais à la fois, j'étais tellement heureuse d'avoir deuxième quand même, bah oui. fini cette diag et puis sans séquelles physiques aussi, parce que c'était mon objectif principal, sans blessure et tout ça. Donc, il y a eu une fatigue que j'ai constatée quand même qui a duré bien 3-4 mois quand même derrière, j'ai trouvé. Où tu n'as pas trop de peps. Physique. Non, physique, ouais. Si je partais, tu vois, en décembre ou janvier, courir... pourtant, j'avais coupé, mais si je partais courir 1h30, 2 heures, j'avais l'impression que ça durait 4 heures, quoi. Ça, c'est aussi une question, tu vois, que je me suis noté à te poser. Mais là, ça va faire le lien entre ton activité professionnelle de médecin et ta passion du trail longue distance. Tu penses que le corps, au niveau de la charge mentale, de la charge physique, de la charge émotionnelle, le corps peut normalement, on va dire, sans trop l'abîmer, supporter combien d'ultra-trail dans l'année ? Parce que beaucoup en font beaucoup. Ouais. J'ai eu déjà aussi l'occasion de rencontrer des personnes en face de moi qui faisaient du trail qui étaient, à l'inverse, très à l'écoute de leur corps. Et je pense que c'est la bonne formule. Mais toi, en tant que professionnel de santé, de par ton expérience, ça serait quoi ? Est-ce que c'est 1 ? Est-ce que c'est 2, 3 maximum ? Ou est-ce que chacun est différent et chacun peut supporter peut-être d'en faire un tous les mois ? Je pense que chacun est différent, mais globalement, dans ce que je vois dans mes proches, mes amis ou des patients, je pense que 2, c'est le maximum. 2, c'est le maximum. Espacé, il faudrait bien 4 mois même, je dirais. Donc, je trouve que le truc idéal, c'est de faire alors là, je parle pour le trail, du coup, je parle pas là pour le vélo, mais de faire, tu vois, un 100K et un 160, par exemple. Mais déjà, faire 260 dans l'année, je trouve que c'est quand même costaud. Et après, ça dépend beaucoup de ta vie à côté, de ton métier, de ta charge mentale, de ta famille, de plein de choses qui ont un impact réel sur la récupération. Clairement. Donc de ton âge aussi, parce que tu récupères pas de la même manière à 30 qu'à 40. Donc il y a quand même beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais je trouve que le côté aussi mental, usure, c'est des moments où même si on traverse des moments extraordinaires dans l'ultra, il y a des moments quand même qui sont quand même très durs. Et je me demande si de s'user à chaque fois à répétition comme ça, si ça n'a pas vraiment un impact à la fin sur la santé mentale globalement. Donc méfiance d'enchaînement, même si certains ont l'impression de récupérer hyper bien physiquement. Dans la durée. Je suis pas sûre que dans la durée ce soit une bonne chose. Et globalement, même au niveau hormonal, c'est la première des... Il y a plein de perturbations post-ultra au niveau hormonal. Moi, je me souviens après l'UTMB, la diag, tu transpires la nuit comme pas possible. T'as faim des moments incongrus. Tu peux manger à 2-3 heures du matin parce que, en fait, ton corps, il a besoin de recharger les batteries. Tes cycles, ils sont un peu bizarres. Les seins qui peuvent être douloureux à un moment où, normalement, c'est pas le moment du cycle. Tu vois, du coup, c'est... Ouais, tu sens qu'il y a quand même des choses... Oui, il y a des choses, ça bouge. Donc, je me dis de faire ça à répétition... en fait, d'en faire plus que 2 par an, typiquement, pour moi, ça a un impact qui est quand même beaucoup plus profond que juste je me sens fatiguée et je suis un diesel à l'entraînement parce que je suis fatiguée et que j'arrive pas à mettre un peu de tempo. Il y a plus que ça, en fait. Pour moi, ça a plus de répercussions profondes. C'est intéressant, je voulais t'entendre sur ça, justement. Et puis 2020, donc après cette magnifique saison 2019, il y a 2020 et là, le Covid. Et là, je reviens un petit peu sur ta profession de médecin. Comment tu l'as vécu ? Parce que tu étais confronté, tu étais médecin, donc tu sais de quoi on parle. Tu n'es pas juste devant BFM ou à écouter la news, tu sais vraiment de quoi on parle, tu te fais savoir probablement ce qui se passait. Comment tu as vécu ça ? C'était inquiétant quand même, ça a été stressant pour, comme je pense, pas mal de personnes. De fait, nous, on a dû fermer le cabinet, la médecine du sport, c'était plus l'essentiel. Voilà. On est allé donner je dis on, avec mes associés, mes collègues, un coup de main aux collègues qui étaient urgentistes, qui étaient aux urgences, typiquement pour voir, de la traumato, un peu de la bobologie. Nous, on voyait pas les cas graves comme certains anesthésistes ou urgentistes qui ont pris en charge des patients dans un état très critique. Donc, on était la petite main de la médecine, tu vois, pour aider et soulager, pas de... Voilà. Mais du coup, oui, ça a été une période compliquée parce que stopper comme ça ton activité et puis
tu fais plus vraiment ton métier, mais tu le fais quand même. T'es pas chez toi en train de te reposer. Voilà, donc tu fais des gardes pour aider. Et puis à la fois, du coup, tu te sens privé parce que tu peux pas aller trottiner tranquillement dans les chemins derrière chez toi. Donc en fait, c'était. Mais toi qui étais confronté justement, tu es en première ligne en tant que médecin. Ouais. Est-ce que d'aller courir, c'était une nécessité pour justement évacuer toutes ces infos et tout ce qui se passait? Est-ce que c'était pas du tout une priorité pour toi justement parce que tu étais focus j'en sur avais autre chose? j'en avais besoin quoi. J'étais même, tu vois, un peu en colère de me dire j'aide, enfin tu vois, je participe à tout ça et j'aide les gens et tout, et je peux même pas aller marcher 30 minutes, prendre l'air sans me faire retoquer par les forces de l'ordre. Après c'est tout, c'était comme ça, c'était une période comme ça, mais du coup c'était un peu frustrant ce côté-là parce qu'il y avait une perte d'équilibre dans la vie de la vie de tous les jours, puis de voir certaines personnes de ton entourage malades, pas bien, forcément ça secoue quoi. Donc plus que l'aspect c'était pas tant les courses annulées, tout ça je m'en fichais, c'était plus cette sensation de liberté et cet équilibre qui était franchement perturbé à ce moment-là quoi. Et 2021, donc là on revient sur la pause que j'ai faite tout à l'heure, l'UTMB. Tu es au départ de l'UTMB. Comment on vient au départ de l'UTMB? Moi, j'ai eu la chance d'aller 2 années voir l'ambiance, parce que je ne cours pas. Mais cette épreuve, en tout cas, mais tout ce qu'a construit cette famille m'interpelle. Et donc, je vais observer, je rencontre des gens, des organisateurs, et je vais visiter le PC Sécurité. Et donc, pendant 2 jours, je vis l'ambiance et c'est juste incroyable. Je ne cours pas, mais j'ai envie de courir, tu vois. Quand j'y vais, je me dis, j'aimerais bien un jour être au départ. Mais la réalité me ramène vite à la raison, tu vois. Mais il se passe quoi quand on est au départ de l'UTMB sur cette place? Et là, tu vois, typiquement, j'ai eu un regard, il y a des petits balcons sur le côté, là, où j'étais sur un de ces petits balcons en 2014 parce que j'assistais au départ. Génial, et du coup, j'ai regardé ce petit balcon et pareil, je me suis vue quelques années auparavant et j'étais hyper fière d'être là. Parce que j'avais réalisé j'avais coché quelque chose qui me faisait envie plusieurs années auparavant, et puis je me sentais prête, stressée forcément, qui n'est pas stressée à un départ comme ça, mais du coup j'étais très émue. C'était pas effrayant dans le sens où, comme j'ai pu avoir ce sentiment-là par rapport à la Diag, c'était émouvant probablement. C'était super émouvant, ouais, super émouvant d'être là et de réaliser en tout cas de tenter de réaliser ce tour du Mont Blanc. Donc c'était un très beau moment et je l'ai encore, il suffit que je ferme les yeux pour revoir ce départ. Donc c'est chouette. Je pense qu'entre 2014, où tu es sur ce balcon, 2014, c'est ça, c'est ça, ouais. Et 2021, cet événement est devenu encore autre chose qu'il était en 2014. Avec là maintenant, il y a du live, de manière même digitale, on peut vivre l'événement totalement différemment. Donc oui, je pense que ça doit être probablement beaucoup d'émotions. Et puis tu es très proche du podium. 4, ouais. Voilà, c'est là aussi, comment tu as vécu cette course? Est-ce qu'elle s'est passée comme tu l'avais imaginé, comme tu l'avais préparée, ou est-ce qu'il y a eu des rebondissements? Comment tu l'as vécu? C'était comme je l'avais imaginé. Je n'avais pas forcément pensé à ce classement-là. Je voulais mettre moins de 30 heures parce que mon conjoint l'avait fait et il avait mis 29h45 et tout ça. Donc j'avais la petite motivation intrinsèque de me dire je ferais mieux que toi. Et du coup, tout s'est passé. Je savais qu'à un moment, ça allait être dur. Je savais qu'à un moment, ces 50 derniers kilomètres sont pas évidents. C'était mon deuxième, 160. Mais globalement, ça s'est bien passé parce que j'ai pu profiter, j'ai pu apprécier les chemins. J'ai beaucoup aimé la nuit, notamment. La première nuit, j'ai beaucoup aimé les pyramides calcaires, me retrouver. J'ai été seule pas mal de temps, contrairement à la diagonale où je connaissais quand même quelques réunionnais, j'avais des copains sur place. Là, dans cette nuit-là, je pense j'ai passé quasi toute la nuit donc c'est une autre aventure quelque part, parce que juste à la lumière de sa lampe, l'environnement est totalement différent. Je ne l'ai pas partagé avec quelqu'un comme je l'avais fait en une grande partie à La Réunion, et du coup j'ai beaucoup aimé cet instant de nuit, de calme à la frontale, et de voir que les sensations répondaient bien et que je prenais beaucoup de plaisir.
Donc c'est un super souvenir. Enfin voilà, t'as Pas toujours... de problème gastrique, pas de... Enfin, tout... Non, beaucoup... Enfin, j'ai Difficile, appris avec du coup les années. Voilà. Du coup. Mais non, j'ai pas eu de soucis gastriques. Non, tout s'est vraiment bien déroulé. Et quand on fait le tour du Mont Blanc en courant, quand on rentre dans Chamonix et qu'on se dirige vers cette ligne d'arrivée, est-ce qu'on court machinalement et l'esprit est ailleurs, on profite? Comment on vit ces derniers mètres dans Chamonix? La dernière descente, je me suis dit, je n'aimerais pas être filmée, je pense que je cours comme un manche. Non, j'ai pensé à ça, je te jure. Je sentais que c'était plus moi, quoi. C'était plus ma foulée. C'était automatique. C'était ouais. Et les dernières, quand tu arrives là le long de l'Arve et que tu remontes et que tu arrives dans le centre de Chamonix, je me suis dit, bon, faut surtout pas pleurer, pas maintenant. Et, tu as senti ouais, je sentais que ça montait. Et puis après, bon, tu croises, j'ai croisé 2-3 personnes. Il y avait notamment Candice qui était là. Voilà, tu croises des gens sur le chemin. Tu reconnais des visages. Voilà, tu reconnais des visages. Et du coup, tu veux apprécier, mais en même temps, tu veux vite passer la ligne aussi parce que c'est difficile. Tu as envie quand même que ça se termine. Et du coup, c'est un mélange d'extrême fatigue, d'émotion, de revenir alors que tu étais parti vendredi à 18h et qu'on est samedi en fin de journée. Enfin, tu vois, et puis pour moi, c'est une course, j'aime bien ces courses où tu fais une boucle, où tu fais une traversée, ou ces courses qui ont un sens, qui donnent une motivation, d'ailleurs, pendant l'épreuve, parce que du coup, tu te dis, je dois rejoindre le haut bout de l'île, je dois faire le tour du Gros Caillou. Les courses où tu dois faire enchaîner des boucles, ça c'est quand même moins mon truc. Je pense que le critère, la motivation sur le moment, c'est vraiment l'aventure, le voyage, quoi. Donc là, en fait, quand tu reviens dans Chamonix, que tu revois ces gens, ces restaurants, ces bars, tu dis, en fait, vous imaginez pas ce que j'ai fait là pendant 25 heures. Enfin, c'est incroyable, en fait, de dire, pendant ce temps-là, quand vous avez dormi, mangé, j'ai vécu des trucs de dingue. Vie, ce genre de choses, très clairement. Et est-ce que ça chambrait un petit peu le soir à table ou pas? Parce que 25 heures, c'est en dessous de 30 heures. Ouais, ça chambrait, ouais. Non, mais après, j'étais pas non plus dans une forme, tu vois, on n'a pas fait tard non plus. Oui. mais parce que lui, il était quand même capable de sortir après son UTMB, de sortir dans des bars chamonniards, alors que moi, tu vois, après le burger, la bière, je suis allée me coucher. Déjà, si t'es pas endormi sur le burger, c'est déjà, voilà. C'est déjà bien. J'ai été moins endurante sur ce côté-là. Bon, en tout cas, ça, c'est probablement... Merci de nous le partager comme ça avec beaucoup de sincérité, parce que c'est probablement un événement marquant quand on aime justement ces sports outdoor. Et puis, on ne va pas revenir sur toutes les épreuves, même si là, je m'arrête sur quand même certaines d'entre elles. Mais je voulais juste aller sur les championnats du monde. Donc, on parlait de l'équipe de France tout à l'heure, où pour toi, c'était le Graal quand tu étais nageuse, de dire un jour, moi, mon objectif, c'est pas d'être championne de France ou championne du monde, c'est d'être en équipe de France. Oui. Tu t'en souviens probablement, mais est-ce que tu peux nous partager l'appel ou la rencontre qui te dit tu es sélectionnée en équipe de France? Eh bien oui, déjà plus le côté, je me lance dans le processus de sélectionner parce qu'il y avait des courses qualificatives et c'était vraiment après le Covid, tu vois, janvier-février 2021. Donc c'était un objectif pour toi? En fait, grâce à une discussion avec mon entraîneur, en fait, parce que suite à une déception de course, je me suis relancée sur une course de rentrée 2021 où je suis passée complètement à côté, j'ai eu des sensations horribles. Et post-Covid, tu vois, je me suis dit, est-ce que ça a encore un sens de passer du temps comme ça? Je me suis vraiment questionnée sur ma pratique et sur le fait de remettre carrément des dossards. Et puis à ce moment-là, cette question de Patrick, du coach, qui te dit, en fait, qu'est-ce qui te fait vibrer dans la course? Est-ce qu'il y a un truc qui te fait vraiment envie? Bon, il y a cette UTMB. Et puis... après, il se passe quoi après? Et après, qu'est-ce que tu veux faire aussi? Et là, je me suis dit, mais il y a l'équipe de France, mais voilà, je l'ai balancé comme ça, mais... et puis là, il me dit, ok, on y va. C'est quoi les sélections? Donc il y a ça, il y a cette course au mois de juillet. Et là,
je me suis dit, non mais attends, je suis pas capable de faire l'équipe de France de trail. Enfin, je te dis ça, mais parce que tu me demandes, mais en fait, il y a un petit tiroir fermé à double tour dans ma tête. Et, j'ai jeté la clé très très loin. C'est ça. et là, pour lui, en fait, pour Patrick, il n'y avait pas de doute. En fait, il fallait tenter, quoi. Tu pouvais pas rester sur un simple désir sans vouloir essayer de le concrétiser, sans tenter. Donc, c'est parti de là. Je me suis inscrite. J'ai fait une prépa sur 5-6 mois. La course est arrivée. Donc, c'était les passerelles de Monténard en Isère. Dans le Trièves, et puis il fallait être dans les 2 premières pour être sélectionné en équipe de France. Et ce jour-là, quand j'ai ma sélection, à l'époque c'était pas Adrien Séguré, c'était Philippe Propage, et du coup je passe la ligne d'arrivée, et quand il vient te voir pour avoir ton numéro et te dire que t'es sélectionné en équipe de France, voilà. Comment décrire ça ? C'est intense, quoi. Enfin, quand tu franchis la ligne, tu le savais ou pas ? Ou tu étais focus sur la course, je veux dire. C'est-à-dire que tu étais concentré sur la course, et après tu dis « Ah mais oui, au fait, c'est vrai ». Non, je savais que c'était... Non, là, je savais qu'en passant cette ligne, c'était bon, quoi. Et est-ce que pendant l'épreuve, justement, alors que tu le savais, est-ce qu'à un moment donné, ça... Tu sais, parfois, certains ont cette peur de la victoire, ou le fait de savoir qu'ils vont gagner, ça coupe tous les moyens, tout s'arrête. Est-ce que toi, tu as eu cette crainte à un moment donné que tout s'arrêtait, ou est-ce que ça a été un surplus de motivation, justement ? On te disait, je tiens ma qualif, là, je lâche rien. Je l'ai eu à un moment, à mi-parcours, où ça m'a fait stresser, angoisser, et je me suis fait vite recadrer par l'entraîneur et Nico, qui était sur le bord du chemin pour me faire le ravito, où ils m'ont dit, non mais t'arrêtes de regarder derrière, c'est devant que ça se passe. Et ils m'ont vite recadré, et après c'est devenu la motivation. Au début, c'était plus de la peur, de la crainte, et un peu de se sentir paralysée, et après en fait j'ai essayé de vraiment me libérer. Et puis dans la dernière bosse, j'avais un copain, Mathieu, qui était là, et il me dit en fait il te reste une descente et t'es en équipe de France. Et là j'étais là, mais je voulais pas y croire au début. Je dis, mais t'es sûr, c'est bon, c'est assez loin. Enfin tu sais, j'étais en mode un peu stressée par l'enjeu. Et puis une fois que tu passes, c'était beaucoup d'émotions, et puis, c'était le début d'une grande aventure aussi. Donc, une grande aventure, très clairement, puisque novembre 2022, donc il y a cette sélection au championnat du monde, mais la première fois où tu mets le maillot je l'ai d'abord beaucoup regardé, et puis après, je l'ai enfilé, et c'était, pour moi, le plus beau des maillots, quoi. C'est beau dans ce que tu décris, parce que c'est un projet, en tout cas... C'est une émotion que tu as depuis ado, depuis toute petite. Ouais. Et que ça arrive des années plus tard dans un autre sport. Comme quoi, parfois, il y a des choses qui peuvent être écrites ou pas. Mais en tout cas, c'était probablement beaucoup d'émotions. Et puis, donc, il y a ce titre par équipe. Là aussi, c'est monter sur le podium, la Marseillaise. Super émotion. Première Marseillaise... J'ai encore la vidéo, je sais pas la chanter jusqu'au bout, quoi. Je m'étais dit, non, je ne pleurerai pas pendant la Marseillaise. C'est pas loupé, quoi. C'était très dur de tenir cet hymne jusqu'au bout. Et j'ai regardé la vidéo plein de fois. Enfin, c'est un truc, c'est pareil, c'est un souvenir. Bon, là, pour beaucoup, on peut se dire, c'est un aboutissement. C'est un épanouissement, c'est un aboutissement. Mais non, on ne s'arrête pas là, puisque l'année d'après, tu deviens championne du monde. Et j'ai lu, comme je le fais à chaque fois quand je prépare une rencontre, j'ai lu plusieurs de tes interviews, et dans une interview, tu dis notamment, alors déjà finir un top 5, ça aurait été extraordinaire pour moi. Et honnêtement, de par mon rythme de vie, quelque part, c'était pour moi inenvisageable. Ouais. Donc il y a beaucoup d'humilité dans ce que tu dis, mais à un moment donné, tu te retrouves en tête de l'épreuve, qu'est-ce que tu te dis en fait ? Syndrome de l'imposteur, je suis pas à ma place, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce qu'elles sont ? Comment ça se passe pour toi quand tu te prends la tête ? Pour le coup, contrairement, tu vois, où quand je me suis sélectionnée, je savais très bien où j'en étais, quel classement, je savais que ça allait le faire en bas de la bosse, enfin voilà. Là, dans le contrôle. Ouais, là, j'étais... justement, je voulais pas me laisser déborder par les émotions en Autriche, donc je voulais pas savoir en fait que j'étais en tête. Enfin, je voulais pas l'accepter, me l'avouer. Donc, t'avais prévenu ton staff en fait.
Non, j'avais même pas prévenu parce que je m'attendais pas à être à ce classement. C'est un truc que j'avais pas organisé dans ma tête. Oui, en le disant, donc, si je suis en tête, vous m'en parlez pas. Non, c'était juste que moi, je me suis vraiment... c'était un sentiment très étrange, mais comme si j'avais une sorte d'armure, en fait, et je voulais juste faire ma course le mieux possible, pas me stresser, je voulais pas me laisser submerger par des émotions, comme ce que j'avais vécu pendant les sélections 2 ans auparavant, où j'avais senti qu'à un moment, j'étais sur le point de perdre mes moyens. Là, je me suis dit, pour pas perdre ses moyens, il faut laisser rien transparaître, rien traverser. Il faut vraiment rester imperméable à tout ça. Et du coup, à aucun moment, je me suis dit, même sur la dernière descente, je me suis dit, c'est bon, tu vas être championne du monde, quoi. Donc, c'est dans les 5 derniers kilomètres où Thomas Cardin me le dit. J'entends quelqu'un vraiment qui me dit, t'es championne du monde. Ça t'a réveillée ? C'est la fin. Là, ça m'a réveillée et je me suis dit, waouh. Enfin, en fait, ça va être un truc énorme en bas. Et pour autant, il y avait encore le classement parce qu'il y avait le classement partant. Donc, en fait, qu'importe, tu veux pas trop savoir. Ouais, non, tu veux pas trop savoir où c'est derrière et tout ça. Donc, jusqu'au bout, il fallait s'accrocher et traverser la ligne le plus rapidement possible, comme tu peux après un 85 et un 6000 de dénivelé. Et du coup, j'ai été très hermétique à toutes ces émotions-là sur la fin de parcours. Et c'est vraiment qu'à la fin où, tu franchis la ligne. Où tout arrive, quoi. Ouais. Championne du monde. Enfin, comment... Est-ce que tu te lèves tous les matins en disant je suis championne du monde ? Tu vois, comment ça se passe, quoi. C'est surtout quand, même si tu as mis toute l'énergie du monde, tout le sérieux du monde en structurant ton entraînement, en n'étant pas professionnel du trail, donc c'est hyper respectable, mais là on est à un niveau mondial, quoi. Donc comment ça s'est passé, la ligne d'arrivée franchie, les jours d'après, les semaines d'après, parce que parfois il faut quand même aussi du temps pour accepter la réussite, quelque part. Ça a mis un peu de temps, tant que j'étais dans l'ambiance, en Autriche, tout ça, c'était pas encore très concret. C'est plutôt sur les jours d'après, voire même les semaines d'après. Tu vois, la course, on est rentré d'Autriche le dimanche, le lundi, j'étais au cabinet, quoi. Donc j'ai pas tout de suite, j'ai pas eu cette période où je me suis posée en savourant. C'est venu vraiment un peu plus tard, en le fêtant, tu vois, avec des copains typiquement, avec ma famille et tout ça. C'est vraiment, j'ai savouré un peu plus tard. C'était pas tout de suite sur l'instant T. Dans les premiers jours qui ont suivi, ça a été vraiment plutôt différé, quoi. Et il y a aussi le partage avec l'équipe, parce que vous êtes aussi vous remportez le classement par équipe, donc pour la deuxième fois. Donc il y a aussi ce partage. Certes, tu es seul peut-être sur les sentiers, tu es championne du monde, mais il y a aussi le fait de faire le titre en équipe, donc c'est de partager avec les filles de l'équipe, mais aussi, comme tu l'as dit, le team, parce que la réussite, c'est global. C'est pas même si c'est un sport solo, c'est loin d'être la réussite d'une seule personne. Exactement. Puis il y a tout un staff autour. Enfin, tu vois, c'est une préparation. On a fait des entraînements compliqués en amont. On a partagé des courses avec des membres de l'équipe. Donc, en fait, c'est pas juste ce qu'on voit, la course le jour J. En fait, il y a tous ces stages préparatoires en amont et c'est une récompense d'équipe, quoi. Donc, ça, c'est... C'est beau. C'est beau. Ouais, pour un sport individuel, tu vois, c'est quand même... Clairement. Et est-ce que ton métier de médecin, alors que tu n'es pas professionnel dans le trail, tu as un travail assez engagé à côté, est-ce que tu penses que ça a été un atout pour compenser justement le fait que d'autres athlètes soient pros et ne s'entraînent, ne font que ça ? Toi, le fait d'être médecin et donc d'avoir cette vision du corps humain, est-ce que ça a été pour toi un atout et quelque chose qui vient compenser le fait de ne pas être athlète professionnel et de ne faire que ça ? Et de ne pas avoir cette vision sur l'ensemble du fonctionnement du corps humain et de la performance ? Je ne sais pas si ça compense. En tout cas, selon les périodes, c'est en Gédémon, tu vois, un peu mon métier, je trouve, parce que des petites voix qui il y a certains moments où je me dis oui, c'est un atout parce que il y a certes cette connaissance du corps, cette écoute, la présence aussi de mon entourage professionnel qui peut m'aider s'il y a une blessure, les kinés avec qui je bosse qui sont toujours prêts à me rendre service, mes collègues.
la cryo, enfin tout ce que je peux avoir développé autour de moi. Mais à la fois, il y a ce côté manque de temps et parfois, c'est même frustrant parce que tu te dis, comme j'aime bien faire les choses à fond, bah, tu as envie de faire à fond ton métier et de te former régulièrement, de lire des articles scientifiques, d'être vraiment à fond dans ton truc, d'être un bon médecin. Et à la fois, tu as envie aussi de passer du temps dans ta pratique sportive. Pour rester performante. Donc, du coup, tu es toujours en train sur cette balance, tu es toujours en train d'essayer d'équilibrer les choses et c'est quand même pas évident. Il y a des jours où ça paraît fluide, où tu te dis bah c'est top, ça me va bien, au moins j'en fais pas trop, je suis cadrée par mon métier. Et puis voilà, il y a des moments où quand tu fais des journées à rallonge et que en fait tu vois que tout le monde est en montagne et en train de s'entraîner ou en train de récupérer, typiquement en amont d'un UTMB, moi j'arrive 48 heures avant à Cham, avant j'étais au cabinet, donc j'étais pas les pattes en l'air en train de regarder des séries ou enfin tu vois. Donc en fait je pense que il y a des fois ça passe bien et je pense que selon certains moods dans l'année ou autre, où tu es peut-être un peu plus irrité, un peu plus sensible à ça, bah, tu le vis un peu moins bien, quoi, parce que tu te dis que ça peut être une force comme une faiblesse, mais après, c'est aussi un choix, donc il faut se dire que on a choisi ce rythme de vie et faire avec quand c'est plutôt le côté démon qui est là et profiter quand c'est le côté ange qui est... Est-ce que tu as une routine ou un agenda type dans la semaine, toi qui es plutôt assez cadré, tu l'as dit, dans tes entraînements, dans l'approche d'une compétition, est-ce que tu as une semaine qu'on pourrait décrire comme une semaine type ou une routine dans tes entraînements ? Oui, parce que du coup, comme je travaille sur rendez-vous et tout ça, donc c'est quand même assez fixé, ou globalement, enfin, du lundi au jeudi soir, c'est soit un entraînement le midi ou soit un entraînement le soir. Les jours sont... Ouais, il n'y a pas de surprise, tu vois. Typiquement, on est mercredi, donc je te dis le mercredi, c'est un jour où je ne m'entraîne pas du tout parce que j'ai une trop grosse journée et c'est... parfois compliqué d'aller courir à 20h, 20h30 quand t'es parti le matin à 7h, quoi. Donc, j'en profite pour la faire coïncider avec ma journée de repos dans la semaine, mais ça fait toujours rire... journée de repos. Ça fait toujours rire mon coach parce qu'il me dit, en fait, c'est pas vraiment une journée de repos. Tu travailles 12 heures dans la journée, c'est juste que tu t'entraînes pas, quoi. Enfin, non, c'est pas une journée de repos, mais... Bon, après, donc ça, en gros, c'est ça jusqu'au jeudi soir. Et après, en général, les week-ends, c'est là où je profite, pour faire une sortie en vélo, justement, allonger les distances. La semaine, c'est plutôt des séances d'une heure sur de la qualité, sur du renforcement musculaire, de la préparation physique. Et puis, le week-end, c'est plutôt les sorties un petit peu plus longues qui prennent un peu plus de temps, 2 heures, 3 heures. Enfin, voilà, ça dépend un peu des périodes, quoi. Mais en gros, oui, c'est assez régulier. Il n'y a pas de surprise. Je ne dis pas mercredi matin, tiens, je vais aller faire 3 heures dans le Pilat. Non, c'est pas possible. Ou alors, je décommande mes rendez-vous. Mais ça, c'est pas possible non plus. Pas possible non plus. Et alors, toi qui es médecin, donc qui a une vision du corps humain, mais aussi, je ne sais pas si on peut l'appeler de data, en tout cas de signaux, on va dire, que le corps humain peut envoyer. Est-ce que, justement, tu es une athlète qui fait attention à tes datas ? À ton sommeil, tu vois, moi je suis équipé de bracelets pour savoir si j'ai bien dormi ou mal dormi, si je suis dans le rouge, dans l'orange ou dans le vert, mais est-ce que pour toi les datas sont quelque chose d'important ou pas du tout ? Est-ce que quand tu fais ta sortie, tu es continuellement sur ta montre pour voir justement peut-être ta foulée, tes pulses ? Est-ce que les datas aujourd'hui sont quelque chose d'important pour toi ou est-ce que tu laisses ça à ton entraîneur pour qu'il les analyse ? Je dirais 50-50. Il y a peut-être, je suis pas zéro data, mais je suis pas une férue et une geek non plus. Je fais attention sur des séances de qualité si je dois respecter une fréquence cardiaque. C'est juste pour toi du contrôle. Voilà, c'est pas je passe pas, je suis sur une plateforme d'entraînement et je passe pas 3 heures à analyser. Ça m'intéresse pas plus que ça. Donc il y a juste pour faire la séance correctement. Ou quand je dois respecter des allures ou une FC, voilà. Mais sinon, si c'est une sortie, une rando-course, une balade entre copains ou une sortie longue sans forcément
d'objectifs, de paramètres à respecter. Non, là, je suis pas trop sur la montre. Quoi. Intéressant. Le sommeil, c'est sympa. Des fois, je dors avec ma montre pour voir un peu, tu sais, ils te disent, vous avez dormi autant d'heures, autant de sommeil paradoxal, profond. Exactement. Ouais. Ça, j'aime bien, je regarde un petit peu. Bah, tu te rends compte quand tu t'entraînes, tu te rends compte de l'impact. Tu te rends compte de l'impact. Il n'y a pas photo, quoi. Enfin, ça se saurait. Hein, si dormir 4 heures, tu pouvais faire un super entraînement le lendemain, voire le surlendemain. Voilà, moi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le jour même où j'avais mal dormi, qui avait un impact sur mon énergie. C'est plutôt parce différé. que je pense probablement les nerfs prennent l'influx nerveux prend le relais, mais c'était vraiment le 36 heures, quoi. Tu vois. Où là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que le sommeil, c'est surtout en plus, surtout pour toi, hein, très clairement, avec les charges d'entraînement que tu mets et le job que tu as à côté, il faut que ça soit quand même optimum, je pense. Normalement, ouais. Pour tout normalement. Non, mais c'est en récup, quand on te demande toujours, vous en pensez quoi des bottes de récup, des pistolets et tout. Parce qu'après, il y a effectivement ce genre de choses qui peut aider à la récupération. Il y a le sommeil et l'alimentation, c'est les premiers, c'est le pilier, quoi. Enfin, si tu dors pas et tu mets effectivement 3 heures les bottes, ça va pas. Ça marche pas trop. Voilà, je pense pas. Je pense pas. J'ai d'autres sujets que je voulais voir rapidement avec toi, puisqu'on arrive sur la fin de l'épisode. C'est de par ton parcours. Il est hyper inspirant, franchement, l'histoire elle est très très belle. C'est quoi la suite pour toi ? C'est quoi tes futurs objectifs ? Parce que quand on a le parcours que tu as, et qu'on est championne du monde de sa discipline, enfin, à un moment donné, voilà, on est championne du monde de sa discipline, mais aussi derrière, on est épanoui professionnellement, on est médecin du sport, donc c'est quelque chose qui te passionne depuis ton adolescence. C'est quoi la suite pour toi ? C'est quoi tes futurs objectifs ? Eh bien, ce sera de revenir après une maternité. Donc voilà, j'ai envie donc il y a d'autres courses qui me font rêver en trail. La Western States aux États-Unis, ou la Hard Rock, aller courir une de ces courses là-bas, ça me fait vraiment rêver. Parce qu'elles sont légendaires ou parce qu'elles c'est courir sur les US en fait, toi, tu vois. Elles sont légendaires et puis il y a le côté il y a le côté aussi décor, voyage qui est super, qui fait partie du truc. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Et puis, j'aimerais bien reporter le maillot aussi. Et puis, j'aimerais bien, du coup, c'est vraiment ces 2 objectifs. Il y a l'UTMB aussi, sur lequel j'ai envie de retourner. Donc, si on dirait 3 trucs, c'est courir aux US, reporter le maillot de l'équipe de France et faire l'UTMB, quoi. Donc tout ça après un bébé. Donc, après la maternité. Voilà, ouais. Donc ça veut dire que là, 2024, c'est une saison qui va être consacrée à la famille ? Et ben du coup, en tous les cas, jusque septembre, octobre, tout dépend comment ça va se passer, les suites, la grossesse, l'accouchement et tout ça. Mais du coup, je me fixe plus un retour sur fin d'année 2024. Et puis après, du coup, se sélectionner pour les courses en question et repartir sur un cycle. Ça va être intéressant parce que tu vas suivre des épreuves sur lesquelles tu performais un peu avec un regard un peu décalé, quoi, un pas de côté. Bah, du coup, tu vois typiquement les championnats d'Europe qui ont lieu à Annecy fin mai. Donc là, je serai presque à terme. Donc je vais vivre ça à distance et ça... Je pense de voir les copines avec le maillot, je serai à fond derrière elles et j'aurai aussi ce petit pincement au cœur. Mais bon, après, c'est pour une autre aventure extraordinaire. Donc, je mettrai toute mon énergie pour les filles. En plus, c'est à Annecy. Donc, pas très loin d'ici. Voilà, pas très loin d'ici. En France. Donc, je suivrai ça avec grand intérêt et avec beaucoup de passion. Et puis après, du coup, le but, ce sera de revenir aussi... à ce niveau-là et de pouvoir à nouveau repartager ces émotions avec elle et puis refaire des courses qui me font vibrer. Ouais, très intéressant. Quel conseil tu peux donner, je ne sais pas si on peut dire conseil, mais en tout cas quel message tu souhaiterais faire passer aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui découvrent ou pas, mais qui apprennent un peu plus à te connaître sur ton parcours et la belle histoire notamment avec cette équipe de France. Je pense que c'est vraiment un fait marquant, mais quel message tu voudrais faire passer aujourd'hui ? De croire en ses rêves, je l'ai peut-être déjà dit ailleurs, mais du coup d'essayer de ne pas se fixer trop de barrières, même si on a l'impression qu'on ne part pas avec toutes les cartes dès le début, parce que parfois tu peux te dire j'ai
pas les atouts pour, j'ai pas le ou l'entourage, c'est pas fait pour moi ou autre. Je pense que tu es le bel exemple. Tu as un job à côté qui te prend énormément de temps et malgré tout, tu réussis à être championne du monde. Donc, Oui, je pense qu'il faut essayer de... c'est super d'avoir des objectifs et des rêves. Enfin, pour moi, sinon, je vois mal la vie sans ce genre de challenge et ce défi et d'ambition. Donc, ça fait partie de moi. Après, chacun voit sa vie comme il l'entend, mais déjà d'avoir des objectifs, des rêves, et en plus d'essayer de les réaliser, ça c'est... Même si ça aboutit pas au bout, en fait, d'avoir tenté le truc, quoi. C'est le chemin qui est hyper important, et il y a une grande fierté qui va s'en dégager au bout du compte, quel que soit le résultat. Et donc, je pense qu'il faut essayer de se faire confiance et de tout mettre en œuvre pour réaliser ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous fait vibrer, très clairement. J'adhère totalement. On arrive sur la fin de l'épisode. Où est-ce qu'on peut te suivre ? Est-ce que les personnes qui écoutent cet épisode, où est-ce qu'ils peuvent t'envoyer des messages ? Où est-ce qu'ils peuvent suivre ton actualité ? Est-ce que c'est LinkedIn ? Est-ce que c'est Instagram ? Plus Instagram, du coup. Plus Instagram. Après, pour les demandes de rendez-vous, c'est Doctolib, c'est pas Instagram. Désolée, je fais une petite parenthèse, mais du coup, c'est vrai que cette page Instagram, c'est vraiment dédié au sport et à ma passion, du trail, et c'est pas une page de consultation, ni de rendez-vous. Mais oui, globalement, c'est vraiment plus Insta, LinkedIn. Je viens de m'y mettre, donc c'est pas encore très, très actif, mais globalement, c'est Insta, ouais. Parfait. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation, de nous avoir partagé ton parcours, Marion, et je te souhaite tout le meilleur pour cet heureux événement qui va arriver cette année, et puis pour la suite également. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie. Restez connectés sur les réseaux sociaux Ultra Talk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'Ultra Talk.